J'ai pu faire jusqu'à maintenant de nombreux tutoriels où je figeais le mouvement, que ce soit avec de l'eau, de la farine, une bille, des ballons, enfin tout un type d'éléments différents. Mais au regard de tous les messages et toutes les questions que je peux avoir, soit sous les vidéos, soit même en message privé ou en message en mail, je m'aperçois que bon nombre d'entre vous ne maîtrisent pas complètement tous les éléments et tous les paramétrages qui interviennent dans le fait de figer un mouvement. Donc à la fois pour faire un rappel, peut-être pour éclaircir tout cela, et aussi dans la continuité du défi numéro 1, qui était un défi où il fallait figer le mouvement, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo un petit peu récap, pour voir un peu les différents types d'éclairage, de matériel qu'on peut utiliser, et vous sensibiliser à la logique de la sensibilité de chaque paramètre et de rôle qui peut jouer. Donc si cela vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jav Photographie. Donc comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui on va s'intéresser à comment figer le mouvement, mais pas tant dans la manipulation, mais quel setup, quel paramétrage faut-il mettre en œuvre pour faire une photo qui fige le mouvement. En réfléchissant, globalement, on a trois types de setup lumière qui nous permet de figer le mouvement, ou en tous des cas que l'on peut essayer. Le premier setup, c'est un setup qui fait intervenir la lumière, je dirais, ambiante, la lumière naturelle, que ce soit une fenêtre, éventuellement, j'irais même jusque l'éclairage dans votre pièce, l'ampoule au plafond, ce genre de choses. Le deuxième type d'éclairage, c'est ce que j'appelle la lumière continue artificielle. Donc ça peut être une softbox avec une ampoule lumière continue, ça peut aller jusqu'à grosse lampe de chantier là, qui fournit de la lumière, ça peut être tout ce que vous voulez, mais qui fournit un éclairage qui potentiellement est puissant, avec de la lumière du jour ou pas, mais en tous les cas qui peut servir à éclairer notre scène. Le troisième type de setup, c'est un setup qui fait intervenir la lumière d'un ou plusieurs flash. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors le premier type qui est globalement la lumière ambiante, je pense que vous avez tout ça chez vous et vous pouvez tester ça assez facilement. On verra par contre que c'est pas le type, d'ailleurs je pense que je vais vraiment le survoler, que c'est pas vraiment le type qui se prête à vraiment pour figer le mouvement. Le deuxième type qui est avec de la lumière continue artificielle, bah ça avec un petit achat complémentaire, il suffit d'acheter une petite softbox avec, vous savez, les grosses ampoules lumière continue, d'avoir, je sais pas moi, un halogène, d'avoir une lampe de bureau dans laquelle vous mettez une lampe lumière continue, ce genre de choses. Donc ça peut, avec un minimum d'achat, s'obtenir. Le troisième type de lumière avec un flash, ben, je pense que si vous êtes un photographe qui a l'habitude de faire un certain nombre d'opérations, notamment en intérieur, en studio, en intérieur même dans une pièce, vous avez déjà un flash, ne serait-ce qu'un flash Cobra, voire même plusieurs. Et si vous n'en avez pas, je vous engage vraiment à en investir dans un parce que c'est toujours bien utile. Et vous allez voir, suivant le type de setup, que ce soit la lumière du jour, la lumière naturelle, la lumière continue ou le flash, bah c'est plus ou moins facile d'essayer de figer le mouvement, voire des fois on n'y arrivera pas. Et dans tous les cas, le paramétrage, les éléments à mettre en œuvre, ce genre de choses seront plus ou moins complexes et le résultat sera d'autant mieux en fonction des différents setups. Et c'est ce que nous allons voir, encore une fois, je vous le dis, aujourd'hui. Pour figer le mouvement, quelle vitesse faut-il considérer ? Bah, bien évidemment, ça va dépendre de votre sujet. Une plume qui tombe, c'est pas la même vitesse qu'une bille de métal qui tombe, vous le comprendrez bien. Alors je ne vais pas faire l'inventaire de tous les sujets, les types d'éléments qu'on pourrait essayer de figer, que ce soit des gouttes, des plumes, de la farine, de l'eau ou des billes, ce genre de choses. Sachez de façon générale que les vitesses d'obturation, enfin les vitesses que l'on va avoir besoin, ça va de 1 millième de seconde jusqu'à 1 10 millième, 1 20 millième, voire plus, pourquoi pas. Et si vous voulez figer le mouvement avec votre seul appareil photo, il va falloir être capable d'avoir des vitesses d'obturation qui soient donc au-delà de 1 millième de seconde, 1 2 millième, 1 4 millième si votre appareil le permet, voire même 1 8 millième. Mais c'est encore la bonne solution.
on le verra. Si vous maîtrisez le triangle d'exposition, en tous les cas que cela vous est familier, si je vous dis vitesse d'obturation élevée, vous allez tout de suite déduire que ça veut dire qu'il faut peut-être avoir une ouverture du diaphragme qui soit grande, voire des ISO qui soient aussi élevés. Et forcément, tout cela, notamment pour les ISO, se fait au détriment de la qualité de notre photo. Et encore faut-il que votre appareil puisse supporter une bonne montée en ISO. Il vous faudra donc maîtriser tous ces éléments qui soient matériels ou de paramétrage pour arriver à construire votre setup, le paramétrer en fonction de ce que vous avez à votre disposition pour essayer de faire la plus belle photo possible qui fige le mouvement du sujet que vous souhaitez faire. Alors pour figer le mouvement, qu'est-ce qu'il vous faut dans votre setup? Il vous faut déjà un appareil photo, bon je pense que ça vous l'auriez deviné. Il vous faut aussi un objectif, et quel objectif? On va y revenir juste après. Vu qu'on est en studio, enfin en intérieur, il vous faut un trépied, c'est indispensable, et une ou plusieurs sources de lumière. Je vous dis que ce soit la lumière du jour, que ce soit votre lampe de bureau, que ce soit une lumière continue, ou que ce soit un ou plusieurs flashs. Dans votre setup, quel objectif choisir? Pour figer le mouvement en intérieur, il vous faut déterminer votre scène, c'est-à-dire globalement votre contexte, votre environnement, l'objet à figer, l'angle de champ, la distance que vous pouvez avoir par rapport à votre sujet, l'arrière-plan, ce genre de choses. Et en fonction de tous ces paramètres-là, vous allez choisir votre objectif. Généralement, globalement, quasiment tous les types d'objectifs peuvent convenir pour figer le mouvement. Personnellement, et vous l'avez déjà vu dans les tutos que j'ai pu voir passer, j'utilise souvent le 50 mm ou le 90 mm, donc des focales fixes, voire mon 17-50 de Sigma en APS-C. Et j'utilise plus particulièrement le 90 mm parce qu'il me permet d'être plus loin de mon sujet à figer, notamment quand il y a des éclaboussures, ce genre de choses. Donc par exemple quand je fais de l'eau, ça m'évite d'avoir des éclaboussures sur mon objectif. Donc c'est à intégrer aussi. L'avantage du 90 mm aussi, c'est qu'il vous fait un angle de champ qui est relativement serré, ça vous permet de cadrer bien en faisant un petit peu abstraction de l'environnement. Mais tout dépend de ce que vous voulez faire et du matériel que vous avez à votre disposition, et je vous dis globalement de votre scène. Aujourd'hui, pour les exemples que je vais vous montrer, je vais utiliser mon 70D, donc l'APS-C, avec dessus mon Sigma 1750, qui est un équivalent full frame, je crois, ça doit faire un 28-80. Donc maintenant qu'on a parlé de l'objectif, quelle est l'ouverture du diaphragme qu'il va falloir choisir? Là aussi, ça va dépendre de votre contexte, de votre scène, de votre source d'éclairage, de la taille de l'objet que vous avez aussi à figer. Pourquoi? Parce qu'en fonction de votre objectif, de sa focale, vous allez avoir une profondeur de champ, une zone de netteté qui sera plus ou moins grande. Et si vous faites un objet qui est tout petit, vous n'aurez pas forcément besoin d'une grande plage de netteté. Si vous faites un objet qui est un peu plus gros, il faudra quand même que votre objet rentre dans la plage de netteté. Donc en fonction de l'objectif, de la focale et de la distance entre votre objectif et votre objet à figer et de sa taille, il va falloir choisir quelque part la bonne ouverture qui va bien. J'ai noté quelques exemples, et ces exemples, vous pourrez les calculer par vous-même en fonction de votre matériel et votre scène, en utilisant un petit logiciel en ligne qui est gratuit qui s'appelle DOF Simulator. Je vous en avais déjà parlé, mais je vous remets le lien dans la description. Donc si on prend quelques exemples, je prends mes petites notes. Vous voyez, si je prends une focale de 50 mm en équivalent full frame, donc sur mon APS-C, donc typiquement la scène que je vais avoir tout à l'heure, si mon sujet est à 40 cm, donc si je prends une focale de 5,6, enfin une ouverture de 5,6, la profondeur de champ est de 1,2 cm. Donc vous voyez, c'est pas gros. Si je suis à f8, je passe à 1,6. Si je suis à f11, je passe à 2,2 cm. Donc vous voyez, je suis prêt. J'ai une focale de 50 mm en APS-C ou de 80 mm en full frame. Et donc vous voyez, on est autour de entre 1 et 2 cm dans la zone de netteté. Si pour la même focale, je me place à 80 cm, j'ai pour 5,6, je passe à 4,8. Pour f8, je passe à 6,9. Et pour f11, je passe à 12 cm.
donc ma plage de netteté. Donc vous voyez, c'est pas du tout pareil que je sois à 40 cm ou que je sois à 80 cm. Donc ça, c'était avec une focale 50 mm APS-C ou un équivalent 80 mm. J'ai aussi regardé si j'utilisais la focale de 90 mm, toujours pareil en APS-C, donc c'est un équivalent 140 et quelques millimètres en full frame. Donc pareil, donc avec le 90 mm si j'avais utilisé, à 40 cm, à 5,6 j'ai une profondeur de champ de 3 mm, à f8 j'ai une profondeur de champ de 4 mm, à f11 j'ai une profondeur de champ de 6 mm. Donc vous voyez, c'est minime. Donc en fonction de ça, j'ai intérêt à bien viser en fonction de l'objet que j'ai à figer. Donc si c'est une goutte, ça va, si c'est une grosse bille, ça devient un peu plus compliqué. Si, comme tout à l'heure, je vous le dis, je fais la même mesure, les mêmes exercices, mais en reculant à 80 cm, à 90 mm à 80 cm, je suis à f5,6, je suis à 1,4 cm, à f8, je suis à 2 cm, f11, je suis à 2,8 cm. Comme vous pouvez le voir, le choix de la focale et le choix de l'ouverture influe vraiment sur la profondeur de champ et cette zone de netteté, donc il faut la prendre en compte en fonction de ce que vous voulez faire. Je vous dis, si vous avez une petite goutte qui coule, ça va, profondeur de champ pas grande. Si vous avez une grosse balle que vous laissez tomber, si vous n'avez pas la bonne profondeur de champ, elle va être juste le l'avant-plan qui sera net et l'arrière sera flou. Enfin bon, après ça peut être un choix artistique, mais en tous les cas, il faut le considérer dans le choix de votre focale et de votre ouverture. Donc vous voyez, ça commence à devenir un peu plus complexe, et encore, on n'a pas parlé vitesse d'obturation et ISO. Si on veut se focaliser sur le premier type de lumière, à savoir la lumière du jour, la lumière ambiante. Vous voyez derrière moi, j'ai monté mon setup, je vais vous montrer un peu plus en gros plan tout à l'heure, mais si j'ouvre la fenêtre, je vais être tel que je suis là, dans ce que j'ai pu monter en termes de setup, je vais avoir mon objet en contre-jour. Donc ça va être compliqué pour jouer avec la lumière, même si je mets de la lumière d'appoint, ce genre de choses, et on ne sera plus vraiment dans la logique de lumière ambiante. Pour la vidéo, je ne peux pas tout changer pour faire en sorte d'avoir la lumière dans le dos, donc c'est compliqué pour moi d'organiser, de vous montrer ce que ça peut faire. Mais croyez-moi sur parole, avec une lumière ambiante, vous n'arriverez jamais à figer le mouvement, parce que vous aurez en intérieur jamais suffisamment de lumière. Sans mettre des sources d'appoint, et dans ce cas-là, on en revient plutôt à la solution 2, qui est d'avoir des sources de lumière continue, et dans ce cas-là, on va le voir juste après. Nous allons nous intéresser plutôt au deuxième type de setup pour vraiment rentrer dans le vif du sujet. Ce setup fait intervenir de la lumière artificielle, de la lumière continue. Donc j'en ai parlé en entrée, comment vous pouviez amener cette lumière d'appoint, je ne vais pas y revenir. Moi, personnellement, je vais, dans le cadre de ce tuto, fournir cette lumière d'appoint continue avec vraiment deux softbox que j'ai qui contiennent des ampoules lumière du jour que j'utilise régulièrement pour me filmer. Ces ampoules, je vous les montre, enfin ces sources, je vous les montre maintenant. Donc vous voyez, j'ai la chance d'avoir ces deux softbox avec dedans, dans l'une j'ai une ampoule, dans l'autre j'ai 4 ampoules. Ça me donne une source de lumière assez puissante pour éclairer ma scène. Et cette scène, elle se compose, vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai repris un petit peu ce que j'avais utilisé pour le défi numéro 1, à savoir un plat en pyrex sur lequel j'ai mis un film plastique de façon à pouvoir faire rebondir une petite boule dessus. Pas de farine ou ce genre de choses, l'idée là c'est pas tant le résultat, ça va être juste de figer le mouvement, on n'essaye pas de faire la plus belle photo possible, c'est juste un tuto voilà, pour vous montrer des choses qui sont à prendre en compte. Voilà, donc mes deux softbox. Ici, mon saladier, et voyez le film tendu au milieu, et mon élément à figer, j'ai deux choses, soit une petite boule, vous voyez, enfin bon, je vais essayer de la mettre sous la lumière, ici, voilà, c'est une boule de baby-foot, soit quelque chose d'un peu plus petit, c'est une perle, voilà, c'est juste pour vous montrer en fonction de la taille, je fais référence notamment à la partie profondeur de champ que j'évoquais tout à l'heure, donc en fonction, il va falloir s'ajuster. Donc vous avez vu, si vous avez fait le défi numéro que on peut jouer à faire rebondir la boule sur ici comme sur un petit tambourin, et c'est tout bêtement ce mouvement que je vais essayer de figer. Comme vous voyez, la distance entre mon objectif et l'élément à figer est de 40 cm. Mon objectif 17-50, je l'ai réglé sur 50 mm sur mon APS-C, donc c'est un équivalent 80 mm. J'ai choisi de régler une ouverture à
F8. Maintenant, ce que l'on va voir, c'est quels sont les paramètres de prise de vue qu'il faut que j'utilise juste pour prendre une photo bien exposée de ma petite boule, ma petite balle là, sans même se poser la question du mouvement. Vous voyez, là, je suis à F8, sans ISO, 1/200 de seconde. Donc je monte, alors je ne vous montre pas tout, mais pour arriver à avoir une exposition correcte, sans jouer sur une logique encore de mouvement, de quoi que ce soit, malgré l'éclairage assez puissant que j'ai, ce qu'il me faudrait comme régler en termes de vitesse d'obturation à F8 sans ISO pour avoir déjà une bonne exposition de mon sujet, c'est 1/25e de seconde. Donc vous voyez, on est loin de vitesse d'un millier, voire 1 millième de seconde, voire plus, pour figer le mouvement. Si je monte les ISO, j'y vais, je mets les ISO, allez, 1800. À partir de là, je peux descendre ma vitesse. Voilà. Donc j'ai monté les ISO à 1600 ISO, je suis toujours à F8 pour avoir une photo bien exposée. J'ai réussi à avoir une vitesse qui est descendue à 1/400 de seconde. Est-ce qu'avec ça, ça va suffire à figer le mouvement? Bah écoutez, on va voir. Je vous montre la photo, donc à ISO 1600, F8 et 1/400 de seconde. Et vous voyez que ma balle n'est pas nette, donc j'ai pas réussi à figer le mouvement malgré que j'ai un éclairage d'appoint qui est assez puissant. Je vais continuer et du coup on va essayer de monter pour le coup à 3200 ISO. Voilà, et donc je vais monter ma vitesse à, allez on va monter à 1 millième de seconde, on va faire une petite concession à l'exposition, pourra peut-être compenser un petit peu au post-traitement. Donc là, je suis à F8, 3200 ISO, 1 millième. Donc je suis passé de 1/400 de seconde à 1 millième de seconde. Et on continue, on réessaye. Donc vous voyez la photo que je vous montre là, on a une image qui est quelque part à peu près bien exposée et le mouvement est à peu près bien figé. Si on veut pinailler un petit peu, ça manque encore un petit peu de vitesse. Mais bon, suivant les appareils photo, 3200 ISO, tout le monde, voilà, on peut avoir une photo qui est relativement dégradée. Bon, c'est pas forcément le cas encore à 70D, jusqu'à 3200 ISO, on est vraiment quand même à la limite. Et si je veux complètement encore pousser et je voudrais obtenir une vitesse d'1/2 millième de seconde pour être sûr de bien figer mon mouvement, bah écoutez, je vais encore monter mes ISO. 6400 et ma vitesse d'obturation, allez, 1/2 millième. Donc là, a priori, ce qui me dit en termes d'exposition, je suis quasiment, il me manque un stop d'exposition. Mais c'est pas grave, on va continuer, on va essayer. Donc on voit bien en regardant la photo que je vous montre, donc c'est à 1/2 millième de seconde, 6400 ISO F8. On a un mouvement qui est pas loin d'être figé, par contre on commence vraiment à avoir la dégradation au niveau de la partie ISO qui monte en puissance et que mon 70D est limite dans la pouvoir gérer. Donc comme vous avez pu le voir, avec une source lumineuse de lumière continue qui ma foi peut être quand même assez puissante, on est quand même à beaucoup jouer avec les ISO pour compenser le manque de lumière quand même, avec une vitesse d'obturation qui ne soit ne serait-ce qu'à 1 millième, et on est obligé vraiment de sacrifier les ISO et de sacrifier la qualité un petit peu de notre photo pour monter en ISO, et j'ai dû monter jusqu'à 6400 ISO pour ne serait-ce qu'avoir 1/2 millième de seconde. Et j'aurais pu un peu fermer le diaphragme, de passer de F8 à 5.6, mais j'aurais perdu en profondeur de champ. Voilà, c'est vraiment tout ce compromis entre les ISO, la vitesse et l'ouverture, le fameux triangle d'exposition qu'il faut arriver à jouer en fonction de vos conditions pour arriver à trouver le meilleur choix de paramètres possible qui permet de figer, sachant que dans les conditions de ce setup là, c'est seulement le choix de la vitesse d'obturation qui permet vraiment de figer le mouvement, et on voit que là globalement pour figer la balle il faut être minimum 1 millième de seconde jusqu'à 1/2 millième voire au-delà. Maintenant, nous allons nous intéresser au troisième type de setup, celui qui fait intervenir un flash. Un flash Cobra, par exemple, qui soit fixé sur le sabot flash de votre appareil photo, s'il en est équipé, ou même que ce soit un flash en déporté. Il n'y en a pas vraiment de problème. Il peut y avoir un flash comme il peut y avoir plusieurs flashs. Ce que je vous conseille, si vous utilisez plusieurs flashs, il faut que ce soit les mêmes de façon à avoir la même vitesse d'éclair, les mêmes caractéristiques, les mêmes réglages. Si dans les deux premiers setups lumière, on a vu que c'était surtout la vitesse d'obturation de l'appareil photo qui gérait cette vitesse-là qui permettait de figer le mouvement, si on utilise un flash, ça sera plus cette vitesse-là, ça sera la vitesse de l'éclair du flash.
Cette vitesse d'éclair dépend bien évidemment des caractéristiques de votre flash, de sa puissance nominale, mais aussi de sa capacité à se régler, à diminuer la puissance. Généralement, un flash est réglable en puissance de 1 pour 1, c'est-à-dire pleine puissance, jusqu'à 1/128e de sa puissance, voire 1/258e de la puissance. Je parle bien là de flash Cobra, voire même d'un AD200 de Codox. Un flash Cobra, la plupart du temps, il peut avoir une vitesse d'éclair maximale entre 1/200e de seconde à pleine puissance et ça peut aller jusqu'à 20 millième de seconde à la puissance minimale. Donc si je considère à la puissance minimale la vitesse de mon flash Cobra qui me fournit 20 millième de seconde en termes de vitesse de flash, vous voyez qu'on est sans commune mesure avec les fameux 1 millième voire 1/2 millième de seconde qu'on a réussi à obtenir tout à l'heure sur notre appareil photo. Donc maintenant il reste à bien utiliser son flash pour arriver à utiliser cette vitesse au mieux, et là ça va être pareil, un jeu de compromis entre la puissance du flash, le nombre de flashs que vous pouvez avoir, la distance, le compromis sur l'exposition. On va peut-être encore jouer sur l'ouverture, on va peut-être encore jouer sur les ISO, mais de façon moindre, vous allez le voir. Voilà, donc j'ai monté sur mon appareil photo mon flash, le Yongnuo YN 685. Donc c'est un flash qui peut avoir plusieurs modes, manuel, TTL, ce genre de choses. Là je l'utilise en mode manuel. C'est un flash qui peut être réglé jusqu'à 1/128e de la puissance. Là je l'ai réglé à, hop, on va l'allumer. Voilà, je l'ai réglé à 1/64 millième de la puissance. Donc il est donné à 1/128e pour faire du flash à un éclair à 1/20 millième de seconde. Donc on va extrapoler à 1/64e de la puissance. Je peux attendre un flash de 1/10 millième de seconde, donc qui est bien au-delà du 1/2 millième qu'on avait tout à l'heure. Ce flash, je choisis de le laisser au-dessus de mon appareil photo. Je vous reviendrai tout à l'heure pourquoi souvent j'utilise plutôt le flash en déporté. On verra ça plutôt en fin avec le quatrième plutôt mode que je vais évoquer après, qui est plutôt la technique de l'open flash. Je vais redescendre mes ISO, je vais les descendre à 100 ISO et on va voir ce qu'on a besoin de faire. F8 en termes de vitesse. Ben là, vous l'avez bien compris tout à l'heure, ce n'est pas la vitesse d'obturation de mon appareil photo qui va figer le mouvement, mais c'est bien la vitesse du flash. Donc je vous dis, on peut compter sur un 10 millième de seconde. Donc à partir de là, je peux régler ce que je veux en termes de vitesse d'obturation sans dépasser la vitesse de synchronisation, qui est sur le 70D, c'est un 250e de seconde. Autre chose qui est importante, si j'utilise cette technique avec le flash, il faut que quand je prends ma photo sans déclencher le flash, les réglages soient tels que ma photo soit noire. La seule chose qui va éclairer ma scène, c'est bien l'éclair qui va figer le mouvement. Donc là, je vais rééteindre mon flash. Voilà. Et si je prends ma photo, vous voyez que ma photo, si je n'utilise pas la flash, elle est complètement noire. Maintenant, je vais reallumer mon flash et je vais faire une photo sans pour l'instant essayer de figer le mouvement, juste pour régler l'exposition. Et ouais, la photo avec le flash, elle est très bien exposée, sans ISO. Vous voyez, j'ai même pas besoin pour l'instant de monter en ISO. Et mon flash, il est à peine à 1/64e de sa puissance. On va voir maintenant pour figer le mouvement. Et vous voyez, je vous montre la photo là, juste avec le flash à 1/250e de la puissance, à 100 ISO. J'ai réussi à figer mon mouvement, mon sujet est bien net. Donc vous voyez, avec juste un flash Cobra, 100 ISO, 1/250e de la vitesse, j'aurais même pu mettre 1/200e, 1 centième, 1 160e à partir du moment où quand je prends ma photo sans le flash, ma photo est noire. J'ai réussi à figer mon mouvement et j'étais même pas à la puissance minimale de mon flash. Ben pourquoi? J'avais tout de suite un éclair qui est à 1/10 millième de seconde. Donc ça permet facilement de figer le mouvement. Là j'ai utilisé un Cobra, je pense que vous avez tous facilement un Cobra. Si j'avais utilisé mon AD200 que j'utilise aussi souvent, l'AD200 à pleine puissance, enfin à puissance minimale qui a un 250e de sa puissance, il permet d'avoir un éclair qui est un petit peu moins rapide puisqu'il est à un 13 millième de seconde. Ça permet déjà de figer pas mal de situations, vous comprendrez bien. Et vous voyez, j'ai vraiment réglé
la puissance de ma vitesse d'obturation qui est assez faible, au-delà de la vitesse de synchro. Donc j'en vois souvent qui me demandent si je peux activer la vitesse de synchro flash sur mon flash pour pouvoir shooter sur mon appareil photo à 1/8 de seconde avec le flash. 1/8 de seconde avec le flash, ça sert strictement à rien. D'autant que si vous activez la vitesse de synchro flash et que vous êtes en synchronisation haute vitesse au niveau de votre flash, ben vous allez diminuer sa puissance, donc vous allez diminuer en plus la vitesse de l'éclair, donc c'est ballot. Je vous dis, vous réglez la puissance à au-delà de la vitesse, enfin en dessous de la vitesse, enfin au-dessus plutôt de la vitesse de synchro flash, un 160e, un 200e, ça suffit suffisamment, et puis après, régler la puissance de votre flash. Si pour une raison ou pour une autre, votre scène n'est pas encore suffisamment exposée, indépendant du fait de figer le mouvement, vous pouvez un petit peu monter en ISO. Généralement, moi je ne monte jamais au-delà de 200-400 ISO en fonction de ma scène et de ce que je veux figer. Là, c'était juste la boule. Donc voilà pour cette troisième solution qui fait intervenir le flash. Et vous voyez tout de suite en termes de paramétrage, ça a tout changé. Je ne peux pas vous quitter sans évoquer quelque part une quatrième solution qui fait aussi intervenir le flash, que je vous disais, qui est la technique de l'open flash. Donc je l'utilise souvent dans mes tutos, j'ai même fait un tuto dédié, je vous le mettrai par là, qui vous présente cette technique-là. Cette technique, elle sépare le réglage et le déclenchement du flash de l'appareil photo. Donc ça permet quoi? Ça permet vraiment d'avoir le déclenchement et la prise de photo, la partie qui éclaire et qui fige le mouvement est essentiellement déclenchée par le flash. Et la synchronisation du déclenchement de l'appareil photo et du flash ne prend pas de retard dans des situations qui sont un petit peu spécifiques. Alors là, dans le cas numéro 3 qu'on vient de voir, j'avais pas ce problème-là parce que j'essaye pas de figer vraiment à la balle à un moment précis. Mais quand par exemple vous figez des gouttes qui tombent, ce genre de choses, si jamais vous utilisez un déclencheur où il faut vraiment, par exemple, le déclencher à un moment précis, parce que vous voulez que votre goutte, votre balle, elle soit à une position bien précise qui est détectée par exemple par un déclencheur, si vous déclenchez sur l'appareil photo qui va déclencher le flash, qui va figer le mouvement, vous aurez toujours un moment de retard qui fera que au moment où le flash va éclairer, eh bien, votre balle ou votre boule, elle sera déjà partie. Ça va vraiment rater. C'est pour ça qu'on utilise la technique de open flash. Donc je vous le rappelle très rapidement, donc c'est une technique qui se fait dans le noir. Tant que le flash ne déclenche pas, l'appareil ne capte rien. Vous réglez votre appareil photo, je vous dis vraiment de façon à ce qu'il fasse une photo noire. Généralement, on prend des temps de pause qui sont assez longs, on va dire d'un dixième de seconde jusqu'à quelques secondes. Ça m'est arrivé de faire de l'open flash avec 3-4 secondes. Vous déclenchez votre prise de vue dans le noir, donc il ne prend rien, le capteur ne reçoit aucune lumière. Vous déclenchez votre événement. Quand vous voulez figer le mouvement, à l'instant précis où vous voulez figer le mouvement, vous déclenchez le flash. Alors ça peut être un mécanisme, s'il le plutôt trigger ou autre, qui va déclencher le flash, ça va éclairer la lumière. Et voilà, après ça va revenir dans le noir. Et à la fin du temps imparti, donc un dixième de seconde ou 4 secondes, ben l'obturateur va fermer, va remasquer votre capteur. Et la seule chose qu'aura vu passer votre capteur, ben c'est l'éclair pendant ces fameuses 4 secondes, si un temps de 4 se pose. Et le tout, c'est que votre éclair, il est bien éclairé, le sujet à prendre en photo, à figer le mouvement, et vous avez un résultat parfait. Et je pense que ça, vous pouvez regarder, j'ai fait plein de tutos qui utilisent la technique de l'open flash. Voilà, regardez un petit peu les tutos, vous en trouverez facilement. Et ça marche très bien. Mais vous comprendrez bien, là je ne vais pas, pour faire encore une vidéo trop longue, et vous exploser cette technique-là que je vous ai déjà montré plein de fois. Voilà, en conclusion, vous avez vu que l'utiliser le flash pour figer le mouvement, c'était la bonne idée, la solution, que ce soit un flash Cobra ou autre chose, plutôt flash de Cobra. Les flashs de studio s'y prêtent moins parce qu'ils ont une vitesse d'éclair à faible puissance qui n'est pas forcément extraordinaire, même si on peut tolérer, ça dépend toujours pareil de la vitesse du sujet en mouvement. Pour faire une balle, voilà, de la farine, ce genre de choses, ça peut satisfaire. Mais bon, du coup, le bête Cobra est presque la solution idéale, ça tombe bien, c'est sûrement celle que vous avez et celle qui coûte quelque part le moins cher. Et vous n'avez pas besoin que ce soit TTL ou quoi que ce soit, un bête flash manuel suffit. Il faut juste un qu'à faire qui soit un peu puissant. Alors désolé un peu pour le montage un peu technique de ce tuto-là, parce que j'essaye de jongler entre le fait de me filmer, le fait de vous montrer les solutions, le fait, là, vous voyez, j'ai utilisé mes softbox qui me servent d'habitude à m'éclairer, donc j'ai trouvé d'autres solutions. Enfin, j'essaie de jongler techniquement comme je peux pour essayer de vous montrer une restitution, pour que vous puissiez comprendre le mieux possible ce qui permet d'étayer mes dires.
Donc on a vu, hein, donc, le flash c'est la meilleure solution. On voit que même si on a un appareil photo qui est capable d'avoir des vitesses d'obturation d'un 4 millième de seconde, un 8 millième de seconde, même sur les appareils haut de gamme, même sur des appareils qui ont un déclencheur numérique, maintenant je crois que je dois avoir ça sur mon Lumix LX15, on peut même déclencher jusqu'à 1,32 millième de seconde. Oui, c'est bien pour figer le mouvement, mais il vous faut une source de lumière phénoménale pour arriver à avoir un sujet qui soit bien exposé. La vitesse ne suffit pas. C'est pour ça que le flash Pali est fourni la bonne solution pour vraiment figer le mouvement. Mais ne croyez pas sur parole, faites vos essais avec la lumière du jour, avec une lumière continue, quels que soient les moyens que vous avez à votre disposition, voire avec le flash. Après, je vous dis, c'est vraiment un compromis entre l'ouverture, la distance de l'objectif, quel objectif, la montée en ISO, la focale, tout ça, il faut trouver, et il faut surtout bien maîtriser le triangle d'exposition, bien maîtriser son appareil photo et globalement les techniques de prise de vue, pour être capable de voir comment jouer sur tel paramètre ou tel autre paramètre pour ajuster, pour arriver à figer le mouvement. Et le figer le mouvement, voilà, c'est soit, si vous n'avez pas de flash, une vitesse d'obturation élevée, enfin courte en tous les cas. Si vous avez un flash, c'est utilisé à une puissance minimale. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas trop les problèmes en termes de lumière ambiante ou quoi que ce soit. Voilà, j'espère que bon an mal an, ce tuto il a été clair, il a permis d'éclaircir à certains d'entre vous qui se posaient encore des questions, j'espère que ça peut être utile. Alors bon, je me doute bien que bon nombre d'entre vous étaient déjà rompus à cette technique-là et n'ont rien appris. Mais après tout, ça fait pas de mal de réviser un petit peu entre deux tutos, et notamment ça vous donnera potentiellement l'occasion de mettre ça en pratique tout de suite si vous n'avez pas déjà participé, et de participer et de contribuer justement au défi numéro 1. Je vous rappelle, le défi qui court, la vidéo, elle est ici. Voilà, merci de m'avoir suivi. Donc comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, un petit pouce bleu, n'hésitez pas, ben voilà, à échanger en commentaire, c'est fait pour ça. Si vous n'êtes pas abonné, ben pourquoi vous n'êtes pas abonné? Abonnez-vous en cliquant ici, le Tipeee, voilà. Merci de m'avoir suivi, et puis écoutez, au revoir.